Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour et bienvenue dans l'invité du direct. Cela fait un moment que nous voulions commenter l'allocation chômage lancée par le président Tebboune depuis un peu plus d'un mois et nous attendions pour cela la disponibilité de Monsieur Bahrez Aït Belkacem, consultant et ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage. Bahrez Aït Belkacem, bonjour et bienvenue à l'invité du direct. Bonjour, merci Hassan, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on a tous été un peu surpris par cette mesure, elle était relativement inattendue. Est-ce qu'on peut déjà avoir un premier commentaire de votre part au sujet de sa pertinence? C'est-à-dire, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle concerne les 19-40 ans, qu'elle concerne seulement les primo-demandeurs et non pas ceux qui ont déjà travaillé, qui ont pu être déjà salariés et assurés sociaux. Et donc, c'est vraiment une mesure d'un type nouveau qu'on ne connaissait pas en Algérie. Alors, le premier commentaire du spécialiste de l'assurance chômage que vous êtes. Alors d'abord, il faut s'en féliciter. Je pense que c'est une excellente chose que les mécanismes de protection sociale bénéficient de ce nouveau service, parce que, surtout dans cette période où il y a, j'allais dire danger, mais non, il y a risque de modification des transferts sociaux, de réduction des moyens alloués à la protection sociale d'une façon générale. Donc, que cette catégorie particulière que sont les primo-demandeurs, avec l'importance du chômage, des jeunes notamment, on ne peut que se féliciter d'une telle mesure. Maintenant, est-ce que cette mesure est viable? Ça nécessite un certain nombre de choses. La première, je suppose que les pouvoirs publics y ont pensé. La première, c'est d'abord la viabilité, on va dire, financière. Est-ce qu'on va pouvoir tenir face à la demande qui est énorme? Il ne faut pas se leurrer. Justement, la première question qui s'est posée, c'est de savoir quelle est la population ciblée, quelle est sa taille. De 19 à 40 ans, primo-demandeurs, on est entre des estimations de 800 000 à 1 200 000. Il y en a qui vont au-delà. C'est évidemment, en termes de conséquences budgétaires, ce n'est pas la même chose. On est entre 200 milliards et 300 milliards de dinars par an à dépenser au niveau du budget. Est-ce qu'on a affiné, depuis les premières estimations, est-ce qu'on a affiné la connaissance de la population cible? Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'on va rester pendant un certain nombre de temps dans l'estimatif, on va dire, des tendances plus que des chiffres précis. Par contre, on peut déjà l'estimer à partir du régime des exclusions. Sont exclus, bien entendu, les gens qui ne recherchent pas un emploi. Donc, c'est une allocation qui concerne les demandeurs actifs de travail, pas les gens qui ont 19 ans et qui, les hétaïstes, comme on disait. Pas seulement ça, ça concerne essentiellement des gens qui font l'effort de rechercher un emploi. Et ça implique en même temps le deuxième problème que j'évoquais qui va s'opposer, c'est les performances du service public de l'emploi. Est-ce que le service public de l'emploi aujourd'hui, je pense à l'ANEM et aux agences régionales et locales, sont capables de jouer le rôle d'identifier les vrais demandeurs qui sont en recherche active, des margoulins à la recherche d'une prime à glaner. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a des choses importantes qui doivent être faites en matière d'organisation des services publics de l'emploi qui ne sont pas les plus performants. Il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi ceux qui bénéficient d'une quelconque aide de l'État, autre aide, par exemple ceux qui ont bénéficié
du dispositif ANSEJ, ANGEM et autres agences d'accompagnement des demandeurs d'emploi ou des créateurs d'entreprises, eh bien, ceux-là sont exclus. Ça va plus loin, il faut bénéficier d'absolument aucune aide, il n'y a pas de cumul d'aide en la matière, et chose assez surprenante et assez difficile en même temps d'en apporter la démonstration, c'est que le conjoint ne doit bénéficier d'aucun revenu. Donc ça aussi, ça permet de réduire les prétendants. Alors, ce que je vois, moi, du point de vue de la philosophie de la chose, c'est excellent, il n'y a rien à dire, c'est une bonne chose, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, ça renvoie à une telle complexité des mécanismes, des procédures, que c'est la grande inquiétude. Donc, mais j'ai regardé les textes, j'ai retrouvé tous les efforts. Ces textes n'existaient pas à l'époque de l'assurance chômage quand je dirigeais l'institution, mais nous les avions créés. Nous avons développé beaucoup de mécanismes par le biais des procédures internes, puisqu'il n'y avait pas d'obligation légale, par exemple, de refuser un emploi. Si on refusait un emploi, si un assuré de la CNAC refusait un emploi, on suspendait son indemnité. Alors, si oui, là, de ce qu'on peut comprendre, Maharzat Belkacem, c'est que c'est à l'ANEM et au service public de l'emploi que va revenir la tâche de vérifier qui est éligible et comment on peut continuer à être éligible, à souscrire à ce dispositif. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque d'enliser cette réforme? Parce qu'on sent bien que l'ANEM, vous-même vous l'avez dit, n'est pas connu le service public de l'emploi n'est pas connu pour être très performant. Et là, il va y avoir un rush, il va y avoir beaucoup de prétendants, y compris avec l'effet d'aubaine, des gens qui en réalité ne sont pas éligibles et qui le savent et qui vont tenter leur chance. Est-ce que ça ne va pas diluer le processus dans le temps, parce qu'il faudra du temps pour le mettre en place? Probablement, en parlant aussi d'autres trucs classiques du genre, vous savez, un fonctionnaire qui a un moyen, qui a la possibilité de donner ou de refuser un avantage, ça lui donne un pouvoir que je considère comme dangereux. Mais ça, c'est génial, ça, c'est pas spécifique à l'ANEM, ça. Par contre, effectivement, le rush dont vous parlez est un rush réel. Ce que j'en lis dans la presse, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup de rush, justement, dans pas mal d'agences locales. La méconnaissance des dispositifs aidants, il risque d'y avoir du cafouillage au départ. Le cafouillage au départ n'est pas inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est est-ce qu'on est capable de se mettre en place, de moderniser l'attitude du service public de l'emploi pour lui permettre d'être un véritable plus dans l'accompagnement à la recherche d'emploi. Parce qu'en fait, la philosophie de l'assurance chômage, c'est d'accompagner quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qu'on arrête donc de l'accompagner financièrement parlant, s'entend, lorsqu'il trouve un emploi. Or, l'agence pour l'emploi, son rôle principal, c'est le placement. Alors, on pourrait éventuellement discuter cette histoire de placement que moi, j'aime pas trop. Le placement, ça donne un rôle un peu passif aux demandeurs d'emploi. Je considère que le recrutement relève de la souveraineté de l'employeur et que c'est à lui d'aller chercher, et l'employé doit être actif dans sa recherche et être employable, comme on dit aujourd'hui, et donc faire tout ce qu'il faut pour attirer l'attention des employeurs et non pas bénéficier d'une sorte de placement. Le mot lui-même est assez
est assez parlant. On place comme on placerait Oui. quelqu'un dans une famille ou comme voilà. Alors, ça m'amène à interroger la capacité de l'ANEM à faire de vraies propositions d'emploi, entre guillemets, de placement aux souscripteurs, enfin, à ceux qui sont dans ce système d'allocation. Et on sait justement que cette performance-là, elle est interrogée, elle est sujette à caution parce que les emplois que peut obtenir l'ANEM ou les propositions d'embauche que peut proposer l'ANEM à cette population-là qui bénéficie de l'allocation chômage peuvent être légitimement rejetées parce qu'elles pourraient ne pas être de qualité, ne pas être conformes à la qualification. D'où l'idée était venue d'associer les boîtes privées de RH pour contribuer aussi à élargir la gamme des offres d'emploi afin de faire sortir du système le plus vite possible, c'est l'intérêt du contribuable évidemment, de faire sortir de ce système le plus vite les souscripteurs, ceux qui y sont dedans. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs tiqué lorsque j'ai lu les décrets exécutifs à l'article 190 de la loi de finances qui institue l'allocation chômage. J'étais surpris qu'on attribue une sorte de, comment dirais-je, d'exclusivité à l'ANEM, alors que depuis un certain nombre d'années, les agences, il existe des agents privés qui interviennent sur le terrain. Et c'est bien dommage qu'on ne les associe pas, puisque de toute façon, elles fonctionnent sous le contrôle de l'ANEM et il y a on aurait pu élargir donc la possibilité d'intervenir. Ceci dit, je comprends quand on parle donc de contre-performance éventuellement, mais il faut pas être injuste. L'ANEM a fait beaucoup d'efforts depuis quelques années. Là, entre autres, ils ont mis en place récemment un site web interactif qui permette aux entreprises et aux bénéficiaires potentiels de s'inscrire. Bon, il y a, bien entendu, c'est limité par l'importance de l'utilisation des outils informatiques qui restent quand même modestes. Mais il y a des efforts qui sont faits, mais à ma connaissance, c'est très loin des mesures qui doivent être... Parce que c'est quoi l'enjeu? C'est de trouver un emploi, c'est de permettre... Ceci dit, pour ce qui concerne, vous disiez que la population n'est peut-être pas risque d'être exclue des offres d'emploi qui sont proposées par l'ANEM. C'est pas totalement vrai puisque il faut savoir que tous les jeunes sortis de l'université, sortis des centres de formation professionnelle qui ne trouvent pas un emploi sont éligibles. Et Oui. donc ceux-là... Oui. Ils ont une qualification. Mais en fait, ce qui voilà, posait problème, c'est la capacité de l'ANEP de trouver la bonne offre d'emploi, d'embauche. c'est ça. Oui, de toute façon, il ne faut pas demander à l'ANEM ce qu'elle ne peut pas faire. Vous savez, dans l'acte de recruter, il y a quelque chose qui s'appelle l'appariement qui permet à l'employeur de trouver l'employé qu'il veut pour le poste qu'il souhaite doter. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe entre les stakeholders, entre l'entreprise et le demandeur d'emploi. Ce n'est pas une administration qui va... Elle offre elle donne de l'information. Ce qui est important, c'est l'information sur le marché du travail. Après le reste, l'appariement, comme on dit, la recherche du bon employé, du bon employeur aussi il y a des prétentions aux deux niveaux. Eh bien, est-ce qu'on peut considérer que si cette réforme arrive à distribuer des revenus d'attente, en attendant de trouver un emploi, à un volant de population de 500 000 habitants, de 500 000 Algériens, ce serait déjà une bonne réforme qui a une utilité sociale. Je dis 500 000 un petit peu comme ça à la louche. Est-ce qu'on peut se donner une taille, une jauge, pour dire que ça fonctionne? Ça reste entre les mains des gestionnaires et de ceux qui
qui doivent se dire est-ce que l'argent, les moyens qui ont été mobilisés pour tel objectif que j'espère ils ont préidentifié, parce que ce n'est pas une habitude de l'administration algérienne, il ne faut pas croire. Hein. Donc, il n'y a pas de performance établie, des contrats de performance, etc. Si on réussit à se fixer d'abord, peut-être au préalable de votre question, c'est de dire est-ce qu'on a établi des seuils. Et après, on va examiner les performances. Mais à 500 000 jeunes avec une allocation chômage, c'est un succès. C'est incontestablement un succès, je pense. Alors, une transition toute offerte. Au meilleur âge de la CNAN que vous avez dirigée, vous aviez combien de membres qui souscrivaient, on va dire au pire de l'ajustement structurel? 300 000, 350 000? Alors, tout l'ajustement structurel, son coût, ça a été autour de 400 000. Hein, 400 000. La CNAC a pris en charge la moitié, 200 000. Ensuite, on va dire 40 000 ont été classés sous le régime de la retraite anticipée. Parce qu'on ne le sait pas assez, la retraite anticipée, très souvent, elle est confondue avec la retraite proportionnelle, la retraite sans condition d'âge, ce n'est pas la même chose. La retraite anticipée, c'est un retrait momentané en raison de circonstances économiques défavorables du marché du travail de certaines personnes qui répondent aux conditions, c'est-à-dire qui ont plus de 50 ans, qui ont travaillé, etc. Donc, la retraite anticipée a pris en charge à peu près 40 000. Il y a eu environ 20 000 qui ont, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, 20 000 qui ont racheté leur entreprise avec le soutien de la CNAC qui est intervenu, on peut en parler si vous voulez. Le reste, c'est ce qu'on a appelé le départ volontaire. Et puis, bon, il y a une part probablement d'informel qui est intervenu. Mais à l'époque, 200 plus 2 fois 40 000 et 20 000, c'était une performance assez. Quand on sait que la CNAC a commencé, elle a été créée juridiquement en 1994, elle a commencé sérieusement en fin 1995, et l'ajustement structurel a commencé à connaître les dégâts sur l'emploi à la fin 1995, c'est-à-dire qu'on a pris en charge vraiment au pied levé. Ceci dit, j'entrevois disons ce que vous voulez me faire dire. Alors, je vais y arriver. Je préfère poser la question d'abord. Alors, on a une expérience d'assurance chômage, donc c'est celle de la CNAC, mais tout le monde ne sait pas qu'elle était rattachée à un contexte économique précis, donc celui de l'ajustement structurel, donc prendre en charge des dégâts, on peut citer le terme, utiliser ce terme. Pourquoi on n'a pas installé une assurance chômage valable tout le temps? Parce qu'en fait, les accidents, les liquidations d'entreprises, le passage par le chômage, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment dans une vie d'entreprise, dans une économie. Il peut y avoir des filières sinistrées, etc. On était en légitimité de penser qu'en s'appuyant sur l'expérience de la CNAC, on pouvait universaliser cette assurance et la rendre valable tout le temps, financée par les cotisations des employés. Oui, des employés et des employeurs. Hein. Et des employeurs, oui, bien sûr. Les employeurs payent même plus que les employés. La première raison, c'est qu'on n'a jamais vraiment voulu de l'assurance chômage. Et beaucoup de pays avec lesquels nous étions en contact, des pays notamment du Sud, étaient très surpris de voir un pays comme l'Algérie donc mettre en place un dispositif d'assurance chômage. Il faut le savoir, en Afrique, il n'y a que l'Algérie et l'Afrique du Sud qui disposent d'un mécanisme d'assurance chômage. Et encore, je m'étais intéressé à l'Afrique du Sud, c'est un mécanisme
très réduit et beaucoup moins généreux que celui qui avait été mis en place par l'Algérie. Pardon. La première raison, c'est on n'y a jamais pensé, c'est que lorsque les conventions internationales de l'OIT concernant la sécurité sociale fixent à 9 les risques sociaux qui doivent être pris en charge par les pays. Et sur les 9, l'Algérie assurait 8, à la notable exception du chômage, parce que pour des raisons idéologiques, la philosophie, on va dire, socialiste de l'époque excluait qu'on donne un statut économique et puis juridique au chômage, puisque on prétendait au plein emploi et donc par voie de conséquence on ne pouvait, ça n'intéressait pas idéologiquement alors donc en 94, pourquoi 94? Ben, c'est pas compliqué, ça a été imposé par les experts des institutions de Bretton Woods qui ont dit OK pour le rééchelonnement, mais plus question de parler d'emploi à vie, il faut donc rajeunir le corps, il faut supprimer les pléthores qui étaient énormes. Et je me souviens qu'il y avait une étude du ministère des Participations à l'époque de monsieur Benachnou, pas le financier, l'autre, Morad Benachnou, qui avait mis en place une étude qui avait identifié à quelque chose comme 400 000 emplois pléthoriques. Et donc, le dispositif a été mis en place en fonction de cette projection fixée. Alors, donc la question, c'est pourquoi on ne l'a pas maintenu en dehors de cet épisode? J'ai bien compris. Alors, on ne l'a pas maintenu parce que ça n'intéressait pas partir. Il y a les mauvaises habitudes économiques. Dès que le programme d'ajustement structurel a été levé, on a repris ces mauvaises habitudes. Alors, il y a aussi quelque chose, si on doit transformer, comme vous le disiez, le dispositif en dispositif universel, il faut supprimer beaucoup de freins juridiques. Il y a par exemple le paiement d'une contribution d'ouverture de droit qui est extrêmement élevé, un coût prohibitif. Il y a des conditions pour accéder. Vous savez, quand dans les pays où l'assurance chômage est quelque chose de banal, l'employeur décide de supprimer certains emplois et son carnet de commandes est réduit, eh bien, il lui suffit de faire une lettre à l'employeur pour l'informer qu'il ne fait plus partie des effectifs. À l'employé, s'il pense que c'est une mesure abusive, qu'il considère comme injuste, eh bien, il saisit le juge. Le juge vérifie une seule chose. Est-ce que la cause est juste et elle n'est pas... je ne retrouve plus mes mots. C'est un terme juridique très précis. Si on considère que la mesure, la cause du licenciement n'est pas normale, eh bien, on s'en sanctionne et puis le cas ne peut pas être... Est-ce que finalement, on ne peut pas dire que l'assurance chômage... Pardon? Ça n'existe pas chez nous, ce que oui. je viens de... Est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'assurance chômage n'est pas finalement un dispositif de pays capitalistes matures qui ont un volant de chômage qui accompagne donc les restructurations de l'économie et qui peuvent, notamment parce qu'ils ont une fiscalité importante, une économie informelle pas très importante,
quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir encore en Algérie. Bon, dans les pays avancés, ça pose le problème de la subvention de la non-activité. On sait que l'extrême droite dans les pays avancés utilise beaucoup ce terme pour dire en fait on paye les chômeurs et en fait on ne les pousse pas à travailler et ce dispositif-là est un mauvais dispositif. Cette réflexion, elle n'est pas arrivée en Algérie. Ce n'est pas une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas mis en place. Hein. On ne s'est pas dit on va aider les Haïtis à rester là où ils sont, entre guillemets, avec tout le respect qu'on doit à tous les citoyens, à ne pas aller chercher du travail avec un dispositif qu'on peut contourner, avec lequel on peut tricher. Dans la littérature qui entoure les régimes d'assurance chômage dans le monde, ce genre de prise de position existe. Mais les contre-arguments existent aussi, ils sont beaucoup plus sérieux. On le sait très bien, on a fait des calculs, on a modélisé des situations et on s'est rendu compte qu'effectivement l'assurance chômage a un rôle économique très important et que ce qu'on raconte c'est du blabla idéologique Donc la question qui se pose ici c'est dans les années 90, lorsque l'assurance chômage est née, on a beaucoup entendu ça, en particulier chez nos partenaires. Les Marocains nous ont reproché ça. Les Tunisiens ont voulu lancer un régime de ce type, ils sont venus chez nous. J'ai personnellement participé à la formation déjà dans les années 90 à la formation de Chinois qui ont développé l'assurance chômage déjà dans les années 90. Et donc, c'est des choses classiques. En fait, ce qui pose problème pour rendre universel le dispositif, c'est qu'il est truffé de freins qui étaient des freins dont l'origine d'ailleurs syndicale. C'était l'UGTA essentiellement qui s'opposait à la mise en place de l'assurance chômage et parce que en fait il fallait freiner et ne pas donner l'occasion au gouvernement de l'époque de compresser. Ça, c'était essentiel. Et puis, à la réponse aussi que je pourrais donner à propos de la pertinence ou non de l'assurance chômage, c'est que l'assurance chômage, d'abord, c'est un mécanisme de protection contre comment dirais-je, la flexibilité du travail. C'est essentiel. L'autre mécanisme qui existe, c'est l'informel. Le problème, c'est que c'est appliqué. Ce qu'on demande, c'est pas d'introduire un mécanisme comment dirais-je, c'est d'introduire un mécanisme un peu sophistiqué pour faire comme l'Occident. Non, pas du tout. C'est un moyen de lutter contre l'informalisation des relations de travail. Parce que ça existe. Les gens sont compressés sans aucune protection sociale, sans aucune indemnisation. Et c'est tous les jours que ça se passe et avec la bénédiction, on va dire, des syndicats. Et donc l'allocation chômage, oui, c'est un progrès social, c'est un feu vert pour licencier. Non, l'allocation ou l'assurance chômage de quoi? Pardon, l'assurance, bien sûr. L'assurance chômage, non, c'est un mécanisme de protection. La perte d'emploi pour raison économique, ben on l'a su là même si la raison n'était pas directement économique, on peut perdre son emploi en permanence. Donc, moi, je perds mon emploi. Si je prends une assurance et que j'atténue les aléas que l'emploi ou que la perte d'emploi peut générer, ben c'est tant mieux. Bien sûr que c'est un progrès social. Est-ce que ce n'est pas un surcoût pour les employeurs et les employés en termes de cotisation? Alors ça, c'est marrant parce que aujourd'hui, puisque l'assurance chômage, il n'y a plus d'assurés. J'aimerais bien tout à l'heure évoquer la mesure qui vient d'être prise récemment concernant… On peut le faire tout de suite? Oui, ben, il y a un décret récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les gens de l'assurance chômage étaient très inquiets, le personnel, parce qu'on leur a retiré le dispositif des 35-50 ans de soutien à la création d'activités par les 35-50 ans.
La CNAC, depuis janvier, ne fait que gérer les anciens programmes. Aujourd'hui, la CNAC ne délivre plus de soutien financier ou autre. Ça n'est plus sa mission. Est-ce que c'est pour un problème de trésorerie? Je ne crois pas que ce soit un problème de trésorerie, c'est une remise à niveau d'une situation anormale. Ça ne relevait pas de l'assurance chômage de faire de la création d'activités. En fait, je fais un peu mon mea culpa parce qu'au départ, j'avais proposé au gouvernement de m'autoriser en tant que directeur général de la CNAC à l'époque d'intervenir auprès des chômeurs qui relèvent de la CNAC et non pas des chômeurs lato sensu, et éventuellement d'intervenir dans la capitalisation de leurs affaires s'ils veulent lancer une affaire. Mais mon idée, c'était qu'on ne mette pas en place une proposition, un mécanisme qui serait contre-productif. Pour moi, un chômeur qui veut se lancer dans la création d'activités, je négocie avec lui, il a à peu près, on dit en moyenne 2 ans de prise en charge. Je lui avance 1 année sur les 2 ans pour constituer donc un capital. Bien sûr, il y a toute une série de mécanismes de contrôle. Nous avions mis en place des centres de recherche d'emploi, des centres d'appui au travail indépendants, et des gens étaient là pour s'occuper de ça. Malheureusement, tout ça a disparu aujourd'hui. Donc, ces gens-là, et donc j'avais proposé au gouvernement, et puis ça a donné une mauvaise idée au gouvernement. Il a décidé de créer une ANSEJ bis. Pour les seniors. Pour une raison, il y avait énormément une trésorerie florissante à la CNAC, et si on ne voulait pas introduire disons les dispositifs ou les textes ou les mécanismes qui font de l'assurance chômage post-programme d'ajustement structurel un régime universel, il n'y avait plus beaucoup d'argent à dépenser, il fallait trouver une affectation de cet argent. On a trouvé cette très mauvaise idée parce que, pour moi, on n'utilise pas l'argent des cotisants pour financer quelque chose qui relève de la responsabilité de l'État. D'ailleurs, Monsieur Abdelmajid Azzé, qui est un ancien syndicaliste qui est très au fait de la question, a écrit dans un de ses livres, a donc dénoncé cet état de fait. Donc là, c'est juste pour dire que, vous savez, c'est pas compliqué. Une étude économétrique permet de savoir qu'est-ce qu'il faut, combien il faut, quel niveau de générosité un système de sécurité sociale est prêt à couvrir, et le tour est joué. C'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui est dans les tuyaux du gouvernement, l'assurance chômage universelle? Maintenant que le coup est parti de l'allocation chômage pour les primo-demandeurs, oui, on est en droit de revendiquer, d'assurer ceux qui travaillent et qui peuvent perdre leur emploi. Oui, ils sont assurés automatiquement. Je ne sais pas si vous le savez. Ils bénéficient de rien une fois qu'ils sont licenciés. Vous-même, vous payez à la CNAC une part quand vous payez la sécurité sociale de vos employés, vous payez la part d'assurance chômage dont ils ne bénéficient pas au demeurant. Donc, oui, il y a une mise à jour. Je sais que quand le Covid a commencé, donc il y a eu une réaction. Le gouvernement Jarrad avait invité un certain nombre de partenaires sociaux, et moi j'ai fait partie puisque je suis membre du club du cercle d'action et de réflexion sur l'entreprise. J'avais été invité avec le président du club, et nous avions dit que nous allons faire des propositions parce que nous savions que des hommes, et nous savions, et c'était pas sorcier de le savoir, il y a eu des pertes d'emplois énormes, beaucoup de gens ont souffert,
et j'avais écrit dans la presse que c'était pas normal que, disposant d'un mécanisme réel, qu'ils n'interviennent pas pour réduire les souffrances des gens qui perdaient leur emploi. D'autant que les employeurs et les employés cotisent, y compris les gens qui travaillent en CDD, qui cotisent, mais qui n'ont pas droit en retour à l'assurance chômage. C'est un détournement de prestations, là. Moi, je ne l'ai pas dit. Même si je ne suis plus fonctionnaire, je ne l'ai pas dit. Une dernière question quand même. On a bien compris qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'assurance chômage universelle revient sur la table. Hein. On peut être d'accord pour le dire comme ça. Je pense effectivement que ce serait un progrès. Mahrez Belkacem, vous avez participé aussi aux ateliers de Nebni sur différentes questions, notamment comment faire face à la sortie du système de la subvention universelle. Au début de cet entretien, vous avez dit que vous avez salué la mesure de l'allocation chômage parce qu'elle pouvait aussi venir compenser les pertes de revenus qu'allait engendrer la réforme du système des subventions. On ne pouvait pas s'empêcher de dire que c'est peut-être une première pierre avec cette allocation chômage vers le dispositif proposé parmi d'autres scénarios proposé par Nebni, bien sûr, évidemment l'allocation de la subvention universelle, du revenu universel, pardon. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'on perd énormément de temps en ne capitalisant pas sur les excellentes idées qui sont mises sur le marché, on va dire, en matière de protection sociale. Il y a Nebni, il y a Kerr, qui a fait quelques trucs, notamment par mon truchement, j'ai fait quelques écrits sur ça, et il y a certains économistes ou sociologues de renom qui ont fait des propositions, c'est vrai. Pourquoi perdre du temps alors que les choses sont déjà réfléchies, actées, écrites? Donc plutôt revenu universel? Moi, mais ça c'est personnel, je pense que c'est plus facile à mettre en place. On peut imaginer qu'au départ, on lance quelque chose, c'est documenté par des réflexions internationales extrêmement sérieuses. Il y a des expériences déjà lancées dans un certain nombre de pays. Je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais c'est quelque chose qui peut sincèrement permettre de mettre de l'ordre dans ce magma que constitue le programme des transferts sociaux actuellement, qui n'est pas, à mon avis, suffisamment contrôlé. Mahrez Belkacem, merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré du temps cette matinée dominicale. Quel temps il fait à Paris, là? Il fait très beau. À Alger, il pleut. Voilà. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend dans quelques jours à votre retour. Marhaba bik. Merci beaucoup. Merci Mahrez. Merci à nos amis auditeurs de nous avoir suivis pour ce numéro de l'invité du direct. Continuez à vous abonner à Radio M. N'oubliez pas de vous abonner à Radio M parce que vous pouvez être à ce moment-là notifié de chaque nouveau contenu. Et à comme ça, à très bientôt. Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.